Bienvenue à ma présentation sur l'énergie et le rendement et la puissance. Pour commencer, on doit savoir au début c'est quoi l'énergie. L'énergie, c'est la capacité et la capacité de produire une différence de travail. Donc, cela peut être effectué avec un changement d'état, un mouvement ou un rayonnement électromagnétique. Bien sûr, il y a d'autres types, mais il y en a beaucoup, donc je ne peux pas tous les mentionner. Pour mieux comprendre la définition, il faut d'abord savoir c'est quoi un travail. Différemment à la définition qu'on utilise dans nos jours de toujours, dans lequel le travail symbolise n'importe quelle tâche qui nécessite un effort, euh, le travail dans la physique est différent. En physique, le travail, c'est quand une force s'exerce sur une distance, et cela résulte dans un transfert d'énergie. On utilise la formule travail est égal à force fois déplacement ou distance pour symboliser cette formule algébriquement. Pour identifier si c'est un travail, tu dois vérifier qu'il y a une force qui est exercée sur l'objet, que l'objet change de position et que la composante de la force est parallèle à la direction du mouvement. Donc les deux vont dans la même direction et non pas opposées. Maintenant qu'on comprend la base du travail et de l'énergie, allons-y voir le développement de l'énergie et son historique pour mieux comprendre comment on est arrivé à nos concepts d'aujourd'hui. Au début, Aristote a développé le mot energia qui a défini être en travail. De suite, Gottfried Wilhelm Leibniz a développé plusieurs concepts sur l'énergie potentielle gravitationnelle et sur l'énergie cinétique, deux différents types d'énergie. Après cela, Thomas Young a introduit le mot ou le terme énergie dans le domaine de physique, cependant ce n'était pas assez populaire. De suite, dans les années 1828 et 1829, le terme de travail est défini par Gustave Gaspard de Coriolis et Jean-Victor Poncelet. De suite, entre les années de 1842 et 1847, Julius Robert von Mayer, James Prescott Joule et Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz découvrent et formulent la loi de conservation de l'énergie. C'est que l'énergie ne peut pas être créée ni détruite et qu'elle peut seulement être transformée d'une forme à une autre. Cependant, dans leurs recherches, au lieu d'utiliser le terme énergie, ils ont utilisé les termes force de vie, force de chute et aussi la force de tension ou la force tensionnelle. Leur travail est si important au point où on a nommé l'unité de l'énergie d'après M. James Prescott Joule. De suite, dans les années de 1851 et 1852, William Thomson et William J. M. Rankine commencent à populariser et utiliser le terme énergie dans leurs recherches. Maintenant que ce terme devient plus populaire et cela, le concept lui-même aussi s'agrandit avec plus de physiciens qui s'intéressent dans ce domaine. Dans le 19e siècle, Albert Einstein établit la fonction d'énergie avec la masse en utilisant la théorie de relativité et aussi il popularise et développe d'autres formules d'énergie comme l'énergie est égale à masse fois la vitesse de lumière au carré. Finalement, on atteint au jour d'aujourd'hui dans lequel on utilise les principes et les concepts développés par les physiciens précédents et on les applique dans nos vies de toujours pour créer des machines et des sources d'énergie renouvelables. À cause de la variation de différents types de forces, il y a aussi différents types d'énergie, puisque l'énergie est le travail, et le travail est la force multipliée par la distance. Commençons par l'énergie cinétique. On utilise la formule de base du travail, donc F fois D, pour dériver la formule de l'énergie cinétique. Donc on sait que la force est égale à la masse fois l'accélération,
on sait que la distance, delta D est égale à VI fois delta temps plus une demi-accélération fois delta temps au carré. Mais puisque au début d'un mouvement, au début d'une énergie cinétique initiale, ta vitesse est zéro, donc on peut juste annuler la vitesse initiale fois delta temps. Tu combines ces deux formules ensemble et à la fin tu ressors avec la formule énergie cinétique est égale à une demi masse fois vitesse au carré. Cette formule peut être appliquée à n'importe quelle énergie cinétique. Donc tu peux utiliser la vitesse de quelqu'un qui marche et sa masse pour déterminer l'énergie dépensée dans ce mouvement, ou avec une voiture ou n'importe autre objet. Cette vidéo est un exemple de l'énergie cinétique. De suite, maintenant je vais parler de l'énergie potentielle gravitationnelle. L'énergie potentielle gravitationnelle, c'est l'énergie potentielle, donc l'énergie qui se trouve dans un objet, comme genre quand il est immobile, donc le potentiel d'énergie qu'elle a. Mais cette énergie-là, c'est quand elle est affectée par la gravité. Donc, si un objet est en chute ou quelque chose comme cela, c'est là où l'énergie potentielle gravitationnelle va avoir un rôle. Donc, quand la gravité devient l'accélération. On utilise la formule de base du travail, donc F fois D, pour formuler une formule exacte pour l'énergie potentielle gravitationnelle. On sait que F, c'est la force, donc c'est masse fois accélération. Cependant, ici, dans ce cas-là, on utilise la force gravitationnelle. Donc, on remplace A par l'accélération de la gravité. Donc, on fait masse fois G. Donc, ça, c'est ta force. Et puis, pour ta distance, tu la remplaces avec l'auteur, puisque c'est un déplacement sur les axes des Y. Donc, la formule pour ton énergie potentielle gravitationnelle devient masse fois gravité fois l'auteur. Maintenant, on va voir la loi de conservation d'énergie. Premièrement, la loi d'énergie, c'est le fait que l'énergie ne peut pas être créée, ne peut pas être perdue, mais elle peut être transformée en d'autres formes d'énergie et transférée. Par exemple, dans cette image-là, si on disait qu'il n'y avait pas de friction, il n'y avait pas de restreint, on dirait que l'énergie dans chaque endroit sera équivalent à l'autre. Donc, l'énergie à A sera équivalent à B, sera équivalent à C, sera équivalent à D, etc. Si on néglige la friction, dans cet exemple-là, tu peux utiliser la loi de conservation d'énergie pour déterminer l'énergie à différentes places, comme par exemple A, B, C, D ou A, en trouvant l'énergie de 1, 2. Et tu peux utiliser cela comme démontré dans l'exemple, tu peux juste comparer les formules ensemble. Ici, j'ai ajouté mon énergie cinétique avec mon énergie potentielle gravitationnelle, puisque le mouvement démontré dans l'image, ça contient de l'énergie cinétique, mais aussi de l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, j'ai fait cela pour trouver l'énergie mécanique, donc la combinaison des deux énergies. Maintenant, parlons-nous à la puissance énergétique. La puissance, c'est le rapport entre le travail qui est effectué et puis le temps nécessaire, donc le temps pris pour effectuer ce travail. La puissance est exprimée en watts, donc en joules par seconde. Donc on utilise la formule P est égal à W divisé par T, delta T, qui est la puissance. Donc watts est égal à le travail, donc les joules, divisé par delta temps, donc le temps nécessaire à prendre, donc qui est en secondes. Maintenant, je vais parler du rendement énergétique. Le rendement énergétique, ça nous permet de déterminer l'efficacité d'une machine en divisant l'énergie produite divisée par l'énergie consommée.
et puis la multipliant par 100 pour trouver un pourcentage. Théoriquement, l'énergie produite devrait être égale ou équivalente à l'énergie consommée. Cependant, puisque dans la vraie vie, il se trouve de la friction et aussi d'autres éléments qui jouent un rôle, ça ne va pas être équivalent à 100%. C'est pour cela qu'on utilise cette formule pour déterminer l'efficacité d'une machine. Donc, la formule est énergie utile ou énergie produite divisée par l'énergie consommée multipliée par 100. On peut utiliser aussi le rendement pour déterminer l'efficacité d'une machine en utilisant la puissance. On fait la puissance utile ou la puissance produite divisée par la puissance consommée et puis multipliée par 100. Maintenant qu'on a vu les formules pour le rendement et la puissance, quand est-ce qu'on les utilise? On peut utiliser la puissance pour déterminer le rendement. On peut aussi utiliser la puissance pour déterminer l'énergie. De plus, on peut faire l'opposé, on peut utiliser le rendement pour déterminer la puissance et puis déterminer l'énergie. Et aussi, on peut l'utiliser pour déterminer l'efficacité d'une machine.